dans cet espace autour du feu pour cette lecture du conte de la tisseuse. La tisseuse, cette mère de clan qui va nous accompagner à partir de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine. Et durant tout ce cycle, la tisseuse du 10e cycle lunaire va nous accompagner. Et voici son aventure, son apprentissage, son rite de passage. On va commencer ensemble par l'écoute du poème. Et puis ensuite, on écoutera le conte de la tisseuse. Donc là, c'est dans le contexte du week-end organisé lors du processus des 13 mères originales. Donc ça fait 9 mois qu'on chemine ensemble et pour comme une naissance, on arrive à ce 10e cycle avec ce week-end. Et notre groupe s'appelant la tisseuse, ça me semblait très adéquat. Donc installez-vous confortablement à cette écoute du conte qui est le vôtre finalement. La tisseuse. Tenue par les fils d'araignée de la vie, suspendue entre ciel et terre, à tisser la toile, à rêver le rêve, je voltigerai à travers les deux mondes. Inspiré par toi, mère, je crée la substance des rêves, autorisant l'artiste en moi à façonner ma vie avec ma propre estime. Je pétris la glaise des expériences pour en faire un bol de médecine sacrée qui recueille l'essence du vivant, dont le chant s'élève au tréfonds de mon âme. Mère, tes secrets de création m'ont appris quand détruire les chaînes qui m'attachaient et réprimer l'expression de ma joie. Tu m'as enseigné à accoucher pour mettre au monde mes visions intérieures en les libérant comme des flèches d'argent qui vont attiser le feu de la création. Grand-mère araignée est descendue dans la grotte. Voilà le titre du conte. La tisseuse creusait l'argile blanche et grasse de la rive, au pied des falaises de craie, et emplissait son panier en roseaux tressés de morceaux de cette terre d'albâtre. Devenues d'un rouge flamboyant, les feuilles de chêne contrastaient avec le jaune du pollen qui persistait sur l'épaisse forêt verte des cèdres alentour. Les feuilles des arbres, ce peuple dressé, continuerait à apporter bien d'autres couleurs au moment où la tisseuse les ajouterait à son four pour cuire le bol qu'elle allait modeler avec l'argile. Il lui faudrait grimper les falaises rocheuses pour ramasser les feuilles plates de cèdre ainsi que celles rouge-orangées des chênes, mais c'était un bonheur pour elle. La tisseuse éprouvait une telle joie à fabriquer de beaux objets
et à essayer de créer de nouvelles formes qu'elle se perdait souvent pendant son travail de création. Parfois, quand elle sortait se promener, elle se retrouvait dans une immense forêt remplie de plantes grimpantes et de gazouillements d'oiseaux, n'ayant aucune idée de là où ses pas l'avaient menée. La tisseuse avait un talent naturel à retracer le chemin qu'elle avait suivi en regardant simplement dans son panier. Les choses y étaient placées dans l'endroit où elle les avait collectées. Elle pouvait commencer par sa dernière trouvaille et revenir à l'endroit où elle l'avait ramassée. Ensuite, un par un, les emplacements des trésors ainsi récoltés la ramenaient dans un environnement familier. Et depuis ces lieux si souvent parcourus, elle pouvait facilement trouver le chemin du retour. La tisseuse, mère de la créativité, se servait de ces écorces, des baies, des tubercules, des feuilles et des mousses qu'elle avait ainsi récoltées de la même façon que grand-mère araignée faisait usage des fils argentés de sa toile. Que son parcours décrive un cercle ou une ligne droite ne faisait aucune différence. Elle pouvait toujours retrouver le chemin du retour à son campement. Chacun des emplacements où la tisseuse avait ramassé quelque chose lui avait donné une matière pour se relier avec des fils créatifs dans l'expression de soi aux plantes, à la terre et aux pierres de la forêt ensoleillée. La mère de clan laissait toujours un cadeau pour les esprits de la forêt quand elle prenait quelque chose pour son propre usage. L'échange dans l'amour qui exprimait sa gratitude laissait sa trace au milieu des pousses luxuriantes qui bordaient la piste du retour à la maison, jusqu'à son campement, niché dans les affleurements rocheux qui surmontaient le coude de la rivière. Alors que la tisseuse creusait avec une pierre effilée pour prendre davantage d'argile, elle vit dans son esprit le bol de médecine qu'elle allait fabriquer à partir de cette argile. La joie que lui procurait le fait de modeler des poteries avec ses mains monta dans ses bras et cela lui donna un tel sentiment de satisfaction qu'elle trouva facile de creuser ainsi. Les ravines de printemps avaient approfondi la brèche comme une bouche ouverte dans le flanc de l'escarpement rocheux. Cette forme de bouche permit à la tisseuse de se souvenir que la terre-mère avait besoin d'être nourrie après avoir partagé sa glaise couleur de nuage avec sa fille à deux jambes. La tisseuse avait donc apporté plusieurs larges pierres au pied de la falaise pour reboucher l'intérieur de la cavité dont elle avait extrait l'argile. Un écureuil sautilla pour descendre le long du tronc d'un pacanier de l'autre côté de la rivière, faisant voir ses joues gonflées de petites noix. Il essaya bravement d'adresser un sourire à la mère de clan, sans pour autant cracher ses noix de pécan. La tisseuse attrapa un fou rire devant la gagueur dans laquelle se lançait ainsi l'écureuil, tout en pensant aux enseignements qu'il lui avait donnés à travers sa médecine naturelle, de rassembler l'énergie et garder un petit extra pour les périodes maigres. Au tout premier temps de sa marche sur terre, la mère de clan avait appris à entasser des fruits secs, des tubercules et de la viande dans des trous qui servaient de réserve souterraine en prévision de l'hiver. Une fois de plus, l'écureuil était en train de se préparer pour les prochaines neiges. La tisseuse remarqua que la mère Castor et son clan s'apprêtaient aussi pour les prochaines lunes blanches. Ils étaient occupés à retenir le cours de l'eau
en ajoutant de jeunes arbres au barrage qu'ils avaient construit sur le bras de la rivière, juste en aval de l'endroit où elle était en train de prendre de l'argile. Pour la mère de clan, le changement de température signalait qu'il lui fallait à présent rassembler ce qui lui était indispensable pour rester active pendant l'hiver, lorsque ses occupations seraient limitées par la morsure des vents blancs du nord. Elle avait fait le plein de nourriture, récolté des herbes pour cuisiner et pour se soigner, et tanné les peaux dont elle avait besoin pour un nouveau manteau. Et à présent, elle était en train de ramasser les fournitures nécessaires pour fabriquer les ustensiles courants de sa vie au campement. Elle remercia silencieusement la mère Castor de lui avoir montré qu'elle pouvait consacrer ces longues périodes d'inactivité de l'hiver à construire ou à réaliser des choses. La mère Castor était la gardienne de la médecine constructive. Elle montrait à l'humanité comment rester actif en étant productif, pour mener ses visions et ses rêves d'une vie meilleure jusqu'à leur réalisation. La tribu, qui avait l'habitude de traverser la forêt de la mer de Clan à la saison d'été, en suivant la piste des récoltes au temps des lunes de la maturité, était toujours heureuse de faire du commerce avec l'artiste. Ses créations étaient tellement originales. La tisseuse avait toujours un entrepôt plein de jouets faits de ses mains, de paniers, de vêtements, de poteries, ainsi que d'ustensiles de cuisine qu'elle avait achevé de fabriquer au moment où les plaques de neige étaient remplacées par les taches vert clair des jeunes pousses. Au temps où la lune fait mûrir les baies, la mère de clan ne manquait pas de troquer ce qu'elle avait fabriqué contre des choses qui correspondaient à ses propres besoins. Elle était ainsi assurée de pouvoir faire face à toutes les épreuves qu'elle pourrait rencontrer à vivre isolée pendant le temps où la neige allait tomber. À chaque lune des feuilles mortes, la tisseuse repérait les matières premières disponibles et planifiait tout ce qu'elle allait faire pendant la période où les animaux, ses amis, allaient hiberner. L'argile qu'elle était en train de recueillir faisait partie de sa réserve de nourriture pour ses créations artistiques, de même que les feuilles qu'elle avait l'intention de ramasser avant que Grand-Père Soleil ne se couche. Et pendant 2 lunes encore, elle allait finir sa récolte et conserver tout ce dont elle avait besoin dans la caverne qu'elle appelait sa maison. Les anfractuosités de la caverne, créées par les mouvements de transformation de la terre-mère dans sa croissance, au temps de l'âge glaciaire, avaient fourni à la mère de la créativité quelques excellentes caches où garder ses affaires. Elle pouvait même faire cuire ses poteries dans une cavité qui se prolongeait en une cheminée naturelle, trouant le plafond calcaire au-dessus de l'entrée de la grotte. L'hiver arriva avec ses glorieuses bourrasques. Les vents du nord soufflaient la neige en tourbillons, recouvrant tout d'êtres de glace miroitantes ou d'une couverture de neige duveteuse. À l'intérieur de la grotte, la tisseuse était heureuse et bien au chaud. Chaque nouveau jour lui apportait de nouvelles idées et la joie incessante de tailler, modeler des poteries, confectionner des poupées à partir d'ossements, tresser des paniers ou coudre des vêtements. La tisseuse mettait tout son amour et son savoir-faire dans chacune des choses qu'elle fabriquait. En faisant ainsi, elle donnait à chaque création le don de la vie
ainsi qu'un sens. De la même façon que le grand mystère donne la vie, ainsi qu'une mission à chaque être de la création. Elle envisagea les jours futurs, quand elle ferait du commerce au moment où les lunes de la maturité lui apporteraient un moyen de partager le fruit de ses efforts avec d'autres êtres de la famille des deux jambes. Rien que d'imaginer les expressions de joie qui illumineraient leur visage quand les affaires seraient conclues, lui réchauffa le cœur, malgré le froid intense de l'hiver. Ceux avec lesquels elle commerçait ne manifestaient jamais à quel point ils aimaient un objet avant que la négociation soit terminée, de crainte que la vendeuse n'en demande un prix trop élevé. Mais après coup, la lueur dans leurs yeux était une chaleureuse récompense pour la mère de la créativité. Merci. Un jour, après que les premières neiges aient revêtu la terre-mère de sa robe blanche, la tisseuse découvrit en s'éveillant la plus esquisse des toiles d'araignée qu'elle ait jamais vues, recouvrant l'ouverture d'une des cavités de la grotte. Au centre de la toile se trouvait la plus étonnante des araignées, toute blanche, à l'exception d'une tache rouge sur la partie haute de son corps. La tisseuse s'émerveilla de l'aspect extraordinaire de son amie à 8 pattes. D'habitude, les araignées ne se montrent pas pendant la froidure de l'hiver. Peut-être était-ce la chaleur de la grotte qui lui valait cette visite, mais c'était douteux. La tisseuse pensa que c'était là un signe de grand-mère araignée qui avait tissé la toile de l'univers. Grand-mère araignée était la créature particulière que le grand mystère avait choisie pour tisser les toiles originelles du monde tangible en fabriquant une structure de cercles concentriques qui sont un support pour la chair des corps et la réalité de toutes les formes de vie dans la création. La tisseuse demanda à l'araignée
si elle avait un message spécial à lui donner. La réponse de la bestiole la fit sursauter, car elle venait en écho comme si une voix s'élevait dans ses pensées humaines. C'est grand-mère araignée qui m'envoie te dire que tu as créé beaucoup de choses de toute beauté et que tu as tissé un nouveau réseau d'expériences parce que ton cœur a exprimé le désir de partager cette créativité avec d'autres. Maintenant, utilise ton nouveau bol de médecine et cherche les visions qui reflèteront les désirs cachés au plus profond de ton cœur. Cherche les réponses à ce qui est en train de venir se poser sur la toile que tu as tissée à partir de tes nouveaux désirs. Et aie confiance que ton choix est bon et que tes rêves s'accompliront. La tisseuse se dirigea vers le coin le plus éloigné de la grotte, là où elle gardait les objets qui concernaient sa médecine pour retrouver sa toute dernière création. Le bol était grossièrement cuit et noirci de la fumée des feuilles qu'elle avait ramassées. Il était moucheté, çà et là, des pigments des minéraux qui se trouvaient dans l'argile. Elle revint sur ses pas, alluma un feu et remplit le bol de neige fondue. Très vite, elle eut la vision de 3 êtres de la famille des 2 jambes qui trébuchaient de fatigue dans la neige, à l'orée de sa forêt. Une grande silhouette et 2 petites luttaient contre les bourrasques d'une tempête. Sa vision changea et la tisseuse vit les visages souriants de 2 enfants, puis plus rien. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle était en train de pêcher dans la mer et que, en regardant au fond de son filet, elle découvrait une étoile de mer. C'était une étoile de mer exceptionnelle, d'une couleur pourpre éclatante. L'étoile de mer lui parlait. Elle lui expliqua que son corps d'étoile représentait la force vitale de la créativité dont les êtres à 2 jambes peuvent se servir lorsqu'ils font appel au chef du clan de l'air, la terre, l'eau et le feu, afin que ces éléments se mêlent à la force créatrice du grand mystère. L'étoile de mer lui montra comment la tisseuse elle-même avait eu recours à la même mise en œuvre de l'énergie dans ses créations, ainsi que dans l'ingéniosité dont elle avait fait preuve en aménageant la grotte en un intérieur chaleureux. L'étoile de mer chuchota au cœur de la mer de Clan. Toi qui tisses la toile, tu t'es servi de ta créativité pour remplir ta vie de beauté. Mais tu es devenu solitaire. Regarde bien le désir caché au fond de ton cœur et de tisser un rêve qui puisse transformer cette solitude. L'abondance de dons que tu possèdes peut être partagée avec d'autres si tu donnes naissance à ton rêve d'avoir une famille. La mère de Clan fut surprise par la révélation de l'étoile de mer, mais elle ne pouvait pas mettre à distance du rêve ce qu'elle ressentait au fond. Elle essaya de s'éveiller, luttant contre son désir de se souvenir de ce rêve, mais la scène changea. Elle s'enfonça encore plus profondément dans les images qui se présentaient à elle. Celle qui protège l'instinct de survie savait, à un certain niveau de conscience, qu'elle devrait lâcher prise
et suivre la vision du rêve pour pouvoir comprendre pourquoi elle n'avait pas autorisé jusque-là ses sentiments de solitude à faire surface. Elle soupira dans son sommeil, puis plongea dans le monde aquatique qui se refermait autour d'elle. Par brassées, l'océan défilait pendant qu'elle se laissait tomber, bien en dessous des vagues, en découvrant qu'il lui était possible de respirer dans l'eau du rêve. Quand elle toucha le fond de l'océan, l'étoile de mer qui chevauchait son épaule lui chuchota à nouveau. « Toi qui tisses la toile, te voilà immergé dans le ventre aquatique de la terre-mère. Ici même, tu peux faire naître ton rêve et te permettre une nouvelle naissance. C'est parce que tu étais trop occupé à donner vie à tes autres créations que tu n'as jamais autorisé ton isolement à se montrer en surface. » La mère de clan porta son attention sur son ventre et elle y vit tous les sentiments refoulés qu'elle s'était cachés dans son désir de créer. Elle voulait des enfants. Elle voulait partager avec eux les jouets qu'elle avait fabriqués et apprendre aux jeunes à utiliser leur imagination, leur permettre de créer ce qui était dans leur cœur. Elle voulait faire profiter de la sagesse dont elle était porteuse et qui concernait la faculté qu'a chaque être humain de créer dans la pleine mesure de son imagination. Les enfants connaissaient bien cette sorte de magie, et c'était ainsi qu'elle aussi procédait. Un gros sanglot s'étrangla dans sa gorge, et elle hurla sa solitude au fond de l'eau. Mais soudain, la mère de clan ressentit un mouvement dans son ventre. Elle devait se dépêcher d'étendre ses jambes et de pousser fort. Elle laissa son corps faire le travail. Une grosse bulle irisée sortit de son vagin et s'éleva dans l'eau jusqu'à la surface. Elle entrevit brièvement sur la bulle des regards brillants et deux petits sourires qui se tournaient vers elle. Son corps s'agita involontairement et elle se réveilla. C'était peu avant l'aube et il faisait bien plus froid qu'à l'accoutumée. Elle grelottait. Elle décida de faire un grand feu pour se réchauffer. Inutile d'essayer de redormir. Elle regarda vers la cavité où était apparue l'araignée et fut étonnée de discerner les silhouettes de 3 êtres à 2 jambes tissés dans la lisière de la toile. L'araignée était partie. Le feu avait du mal à prendre, parce qu'un courant d'air pénétrait dans la grotte, en s'infiltrant à travers les pots qui protégeaient l'entrée. La mère de clan jeta un vêtement épais sur ses épaules et se dirigea en chancelant vers la porte. Alors qu'elle essayait de maintenir en place les pots à l'entrée de la grotte avec des pierres pour les fixer en bas, elle aperçut, pas très loin du chemin qui menait chez elle, un monticule couvert de neige qui n'était pas là d'habitude. Elle avait dans l'idée qu'il s'agissait d'une bête égarée qui s'était sans doute cassé la patte et que cela pourrait lui procurer de la viande fraîche. Elle attrapa donc son couteau de silex et s'élança bravement dans la grisaille du brouillard d'avant l'aube. Quand elle arriva auprès du monticule,
De son pied enveloppé de fourrure, elle poussa doucement sur le côté pour vérifier si l'animal était encore vivant. À la deuxième et un peu plus énergique pression du pied, elle entendit un grognement humain. Les quelques instants qui suivirent furent consacrés à déterrer, avec l'énergie du désespoir, le corps qui était enfoui sous la neige. Elle dégagea un manteau en peau de buffle presque glacé qu'elle jeta de côté et découvrit le corps tout bleu d'une femme qui protégeait ses 2 enfants. La mère de clan se pencha tout près d'elle pour écouter, mais elle comprit que la femme n'était plus en vie, qu'elle était en train de cheminer dans le monde de l'esprit. Elle essaya de voir sous le corps gelé de la femme pour se rendre compte si les enfants respiraient encore. Elle eut fort à faire avec les bras rigides de la femme, mais elle parvint à prendre dans ses propres bras pour le dégager un petit garçon de 4 ans, puis sa sœur plus âgée. Elle plaça les 2 enfants sous son manteau et les recouvrit de ses 2 petits vêtements qu'elle avait été placés sous eux, pour éviter que leur corps soit étendu à même la neige glacée. Elle batailla pour remorquer sa charge en la tirant tout au long de la piste qui menait à sa grotte. Les enfants avaient le corps tout glacé, mais ils respiraient. Elle rendit grâce au feu du Nord pour n'avoir pas amené davantage de neige et pour les 2 vies dont elle avait maintenant la responsabilité. Elle avait recouvert le corps de la femme, mais il lui faudrait retourner plus tard, l'enterrer plus profondément, pour empêcher qu'il serve de nourriture aux bêtes carnivores qui erraient. Enfin, elle arriva à l'entrée de la caverne, protégée par les pots. Le feu flamboyait magnifiquement, leur procurant à tous 3 la chaleur dont ils avaient désespérément besoin. La tisseuse s'activa à frictionner longuement les membres à moitié gelés des enfants, au milieu de leurs plaintes et gémissements, pour y faire circuler à nouveau la vie. Elle avait la certitude que les enfants allaient récupérer, à cause des sourires souriants qu'elle avait vus dans ces 2 visions. Mais elle n'en continuait pas moins à leur administrer ces soins salutaires et s'arrêta juste un moment pour suspendre un chaudron sur le feu et y faire mijoter un ragoût. La mère de clan ne se reposa pas avant que les enfants aient été frictionnés, rassasiés, puis emmitouflés dans de nouveaux vêtements bien épais pour dormir. De petits soupirs et de petits sanglots montaient des habits en peau de buffle recroquevillés près du feu. Quand elle fut assurée que les enfants étaient endormis, celle qui veille sur l'instinct de survie revêtit son manteau de fourrure et partit enterrer la mère des enfants dans la faible lueur du jour qui finissait. Et plus tard, fourbue de fatigue, ayant chargé le feu pour la nuit, elle s'écroula dans un sommeil sans rêve. Mais quelque chose en elle continuait à veiller pour écouter si les enfants allaient bien. Son de la pluie était une fille de 11 ans qui se trouva fort aise de vivre auprès de la tisseuse. Dès l'instant où la jeune fille accepta le fait que sa maman était désormais dans le monde de l'esprit, elle se mit à appeler la mère de clan sa tante. Ce terme affectueux était la façon dont les enfants s'adressaient avec respect à leurs aînés dans la tribu. Les aînés faisaient partie de leur famille, une famille élargie, autant que leurs parents de sang. Son petit frère, Soleil derrière les nuages, avait seulement passé 4 étés. Mais il se montrait précoce, courageux et s'intéressait à tout ce qu'il découvrait. Le petit guerrier était passionné par les choses que sa nouvelle tante réalisait et par sa façon de le faire participer à toutes les activités de leur vie commune.
La tisseuse débordait de joie en compagnie de ses neveux qui venaient d'entrer dans sa vie. Les enfants cherchaient sans cesse comment ils pourraient aider aux tâches quotidiennes. Son de la pluie était très investie et désireuse d'exposer les idées qui germaient dans son imagination quand elle apprenait à faire les choses. Soleil derrière les nuages, le plus calme des deux, apprenait très rapidement. Il cachait un magnifique sourire derrière des aptitudes étonnamment pensives. Tous les trois pouvaient passer des heures à fabriquer de nouveaux objets, de nouveaux jouets merveilleux et des poteries d'argile, ou à peindre, ou bien à raconter des histoires et organiser des jeux. La tisseuse avait le sentiment qu'elle avait reçu un cadeau qui comblait sa vie. Les enfants avaient remplacé leur sentiment de perte par un monde magique où chaque jour qui passait débordait de nouveaux jeux et d'amusements. La vie avec cette tante qui prenait si soin d'eux leur donnait le sentiment d'être en famille. Les tempêtes de neige hurlaient et grondaient au dehors, mais à l'intérieur, le feu était chaud, la nourriture abondante, et les nouvelles expériences qu'ils aimaient tant semblaient inépuisables aux deux petits. La tisseuse aida Soleil derrière les nuages à fabriquer un bouclier pour enfants à partir d'un morceau de cuir, ainsi qu'un jeu de fléchettes avec un petit arc. Le jeune guerrier pouvait passer des heures dans l'arrière-grotte en prenant pour cible les 4 pattes géantes que la tisseuse avait dessinées sur les parois. Soleil derrière les nuages traquait patiemment sa proie en se cachant derrière les petits rochers disséminés sur le sol rocailleux. Puis, il faisait semblant d'être un guerrier adulte, capable d'abattre un buffle ou un élan d'une seule flèche. Et souvent, il mimait son retour à la maison, traînant son butin de viande pour sa tante et sa sœur. La tisseuse remerciait toujours Soleil derrière les nuages pour son exploit et pour la viande imaginaire qu'il avait ramenée à leur foyer. Très sérieusement, elle demandait au petit guerrier quel grand animal à 4 pattes il avait abattu ce jour-là, et quel était son nom. La tante enseignait alors au garçon comment demander pardon à l'animal en remerciant son esprit pour la nourriture qu'il offrait ainsi. Puis, elle montra à l'enfant comment libérer l'esprit de l'animal. Chaque fois que Soleil derrière les nuages apportait de la viande fraîche à la maison, la tisseuse se mettait à cuisiner, pour le repas du soir, un peu de viande séchée qu'elle avait emmagasinée dans sa grotte. Son de la pluie était impressionné par le talent de sa tante à encourager la vivacité de leur imagination enfantine. La mère de clan soutenait toute forme de créativité à laquelle l'un ou l'autre enfant avait recours pour jouer, fabriquer des objets ou aider aux travaux ménagers. Si les enfants découvraient une façon plus simple ou plus personnelle de faire les choses, la tisseuse était heureuse qu'ils l'expérimentent. Elle leur montrait à tous deux, comment travailler avec ses mains et comment ils pouvaient créer une vie qui soit belle de la même manière qu'ils créent des objets artistiques. Elle leur enseignait à traiter les différentes matières, à être fiers de leurs travaux et à mettre de l'amour dans tout ce qu'ils créaient. Elle rappelait aux enfants que le grand mystère avait mis l'amour en chaque forme de vie et que, en tant qu'être à 2 jambes, était appelé à continuer cet héritage, à faire vivre ce don de créativité dans l'amour. La tisseuse apprit aux enfants que chaque symbole tracé avait sa signification et que chaque couleur avait un sens, une valeur pour l'artiste qui crée un objet dans la beauté. L'histoire de chaque poterie ou de chaque jouet correspondait à sa médecine.
et donner à ces objets une mission ou quelque chose à enseigner aux êtres à deux jambes qui les verraient ou les utiliseraient. L'expression personnelle des artistes qui avaient créé ces objets reflétait la façon dont ces créateurs se sentaient eux-mêmes, s'ils avaient vraiment développé leur aptitude et comment ils voyaient le monde autour d'eux. Pour les deux enfants, la tisseuse devenait une inspiratrice qui les incitait à se servir de leur imagination et de leur puissance de raisonnement, et à mettre leur créativité dans des méthodes réalistes pour que les images qu'ils faisaient à l'esprit se concrétisent dans leur création artistique ou dans les jouets qu'ils inventaient. Son de la pluie était un exemple frappant de la rapidité avec laquelle un enfant peut apprendre et devenir aussi habile qu'un adulte. Son très grand don d'observation et d'imitation étonnait la tisseuse. Et l'imagination de la jeune fille, ainsi que son originalité, éclatait dans chacune des nouvelles créations qu'elle réalisait. La tisseuse constatait de toute évidence, à la façon dont Son de pluie se servait des matières et s'appliquait à fabriquer et peindre des poteries, que la fillette deviendrait une artiste accomplie, un maître dans l'artisanat. Les symboles étaient délicatement et très précisément peints par une main qui ne déviait jamais, guidée par son sens naturel des proportions et de la composition. La tisseuse réalisa que le désir caché de son cœur lui avait apporté le rêve d'avoir des enfants aimants et artistes dans sa vie. Avec l'approche des lunes qui réchauffent, elle se vit échafauder des rêves pour leur futur, dont son neveu et sa nièce faisaient partie. Ce serait un futur où ils partageraient la magie de créer une vie pleine de riches potentialités. Chaque jour, la tisseuse rendait grâce pour la plénitude qu'elle ressentait à voir grandir les enfants et les voir s'exprimer de façon si joyeuse. Elle oublia ce qu'avaient pu être les hivers passés dans la solitude et le silence, avec pour seule compagnie ses poteries, son artisanat et ses jouets. Une nuit, pendant les lunes qui réchauffent, la voix de la terre-mère pénétra dans les rêves de la tisseuse. Fille de mon esprit, écoute ma voix. Le cadeau que tu t'es donné sous la forme de ces deux enfants est un cadeau de la tisseuse des rêves, grand-mère araignée. Tu vas prendre soin de ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Tu partageras leur exubérance et leurs larmes. C'est ton propre reflet que tu verras en eux quand tu les observeras grandir et se transformer. Ces souvenirs sont les trésors vivants que chaque mère porte dans son cœur. En grandissant, les enfants vont aussi utiliser leur créativité pour tester ton autorité, ta sagesse, tes résolutions. Sache qu'ils ont besoin d'une main ferme autant que d'une tante aimante qui leur apprend à détruire leur entrave en ayant recours à l'expression de soi et à la créativité. La mère de clan pensa aux nombreuses fois où elle avait montré aux jeunes comment fabriquer quelque chose de nouveau à partir d'une poterie ou d'un objet qui n'avait pas pris la forme initialement prévue. La création et la destruction
était toujours à réinventer pour peu qu'on utilise son imagination. La tisseuse reçut dans son cœur les paroles de la terre-mère, prenant note dans le rêve de se souvenir de tout ce qu'elle avait entendu là et perçu. La terre-mère continua. Tu as donné naissance au désir caché de ton cœur en tissant tes rêves dans la toile invisible de la force créatrice, ma fille. Tu as créé un cercle de famille aimant qui va toucher les cercles d'autres formes de vie dans les expériences qu'ils partageront. Quand tes anneaux de création rejoignent les cercles d'expériences créés par d'autres, de nouvelles idées se font jour. La créativité se fait disponible pour toutes les personnes désireuses de partage. Soleil derrière les nuages est une extension vivante du côté masculin de ta nature. Et son de la pluie, un reflet de ta part féminine. En les menant par ton amour jusqu'à l'âge adulte, tu vas créer des modèles d'expression de soi et des réseaux de créativité qui vont leur servir tout au long de leur marche sur la Terre. À travers leur expérience, tu pourras voir comment ta propre créativité peut se mêler à la leur pour extérioriser les rêves que vous partagez. Enseigne-les bien, tisseuse. Ainsi, tu vas montrer aux autres comment l'esprit de l'artiste qui vit à l'intérieur de chaque être humain peut façonner un monde qui respecte la créativité que le grand mystère a placée au cœur de tout ce qui vit. La voix de la terre-mère s'amenuisa, et la tisseuse se retrouva à chevaucher dans son rêve sur le dos d'un guépard. La médecine du guépard, qui est d'accomplir les tâches avec rapidité et agilité, accélérera les visions de la mère de clan qui semblait flotter devant le regard de son esprit. Les images se succédèrent. Comment montrer aux enfants la façon de mener à bien de nouvelles tâches. Comment éviter la paresse et ne pas faire traîner les choses, ce qui vient d'un manque d'inspiration. Le futur serait bon. L'horizon étincelait d'innombrables possibilités. Et la tisseuse avait trouvé une source illimitée d'inspiration en voyant le monde à travers des yeux de son de la pluie et de soleil derrière les nuages. Elle remercia silencieusement le grand mystère de lui avoir permis d'exprimer la beauté qu'il y avait à être une mère de la force créatrice. Son chemin allait évoluer et se transformer tout au long de la vie de ses enfants. Chacun des objets qu'elle avait créés était une extension de son amour et de son expression personnelle. Chacun ayant un but et une mission spécifique à accomplir. Ces enfants trouveraient leur propre but et mission à travers leur forme individuelle d'expression de soi. En tant que gardienne de l'instinct de survie, la mère de clan réalisa qu'elle avait créé ainsi une façon de transmettre la sagesse et l'amour qu'elle portait dans son orenda.
cette transmission survivrait à l'épreuve du temps. Parce que la tisseuse avait entrelacé sa toile de création d'une façon qui permet de donner vie, longévité et pérennité à la concrétisation de ses rêves.